Le 23 novembre sortait une étude intitulée Analyse des croyances et comportements d'information des Français liés à leur niveau de connaissance en santé, au refus vaccinal et au renoncement médical. Son auteur, Laurent Cordonnier, est directeur de la recherche de la Fondation Descartes. Nous avons souvent parlé sur la tranche Rambier du statut des thérapies, entre guillemets, qui ne sont pas de la médecine et qui portent divers noms, jamais tout à fait satisfaisants. Médecine douce, médecine complémentaire, médecine alternative, pseudomédecine, thérapie alternative, pratique de soins non conventionnels, etc. Et nous constatons régulièrement sur nos réseaux que celles et ceux qui la défendent ont un rapport un peu spécial avec la notion de preuve, avec la méthode scientifique, et aussi avec tout un tas d'autres croyances qui indiquent qu'ils vivent sous un régime épistémique assez différent de celui des sceptiques, rationalistes ou promoteurs de la science. Ce que cette étude montre, de manière générale, vous verrez, ne nous surprend pas, ça confirme un peu ce qu'on croyait, mais ça va aussi un peu plus loin. Voici quelques mots de la conclusion que je vous cite, et comme ça, Laurent pourra entrer dans le détail du travail sans revenir sur les conclusions. Dans l'ensemble, les résultats de notre étude mettent en évidence que passer par les réseaux sociaux, YouTube ou des groupes de messagerie instantanée pour s'informer sur des sujets médicaux pourrait non seulement avoir un effet négatif sur les connaissances en santé des Français, mais aussi augmenter le risque de refus vaccinal ou de renoncement à un traitement prescrit. C'est certainement dû au fait que la probabilité d'y rencontrer des informations de santé fausses, trompeuses ou douteuses est plus élevée qu'en passant par d'autres canaux d'information tels que les médias généralistes comme publics. Je fais une parenthèse, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir de la merde sur les grands médias, mais il y en a, c'est vrai, moins en général, ils font attention, ils ont intérêt. De même, une sensibilité marquée aux thérapies alternatives ainsi qu'à l'ésotérisme favorise visiblement tant l'adoption de conceptions sur la santé en porte-à-faux avec le savoir scientifique que le refus vaccinal ou le renoncement à un traitement médical. Un effort particulier devrait donc être entrepris pour lutter contre la désinformation médicale sur les réseaux sociaux et les sites de vidéos en ligne, mais également pour y encourager la diffusion de contenus de santé de qualité, conforme à la connaissance scientifique. Parallèlement, l'essor en France de l'ésotérisme et les thérapies alternatives, surtout dans un contexte de pénurie de l'offre de soins médicaux, devrait faire l'objet d'une vigilance renforcée. Pour expliciter plus avant ces conclusions, présenter les données sur lesquelles elle s'appuie et expliquer un peu la méthode qui les sous-tend, je reçois Laurent Cordonnier. Est-ce qu'il y a des bêtises dans cet édito ? Non, absolument pas. Et quand tu lis ma conclusion, la conclusion de mon étude, je me dis, par contre, il faut que je fasse des phrases un peu plus simples, j'ai l'impression, parce que parfois c'est un peu alambiqué, mais j'essaye d'être précis. Donc voilà, c'est le même problème. Donc on va parler un peu d'ésotérisme plutôt vers la fin. On va commencer avec tout ce qui est santé et information, mais d'emblée, pourquoi est-ce que cette enquête a été faite et comment elle a été construite, conçue, comment tu es arrivé toi à ce travail ? Donc peut-être je vais dire un mot sur la Fondation Descartes, voilà. Qui est à l'origine de cette étude, qui m'a demandé de la conduire. La Fondation Descartes, c'est une fondation qui est basée à Paris et qui s'intéresse aux questions d'information et de désinformation et de ses conséquences surtout de l'information et de la désinformation sur la vie démocratique. Évidemment, les questions de santé sont un sujet qui peut être vraiment très porteur de désinformation. On le sait, on le voit et c'est pas nouveau. Mais la pandémie de Covid-19 a mis cela particulièrement en avant et a attiré l'attention du public sur la question de désinformation en santé. C'est pas un sujet nouveau pour les chercheurs. Il y a de la recherche qui se fait sur les questions de désinformation en santé depuis bien avant le Covid, notamment sur les liens avec l'hésitation vaccinale, puisqu'il y a beaucoup d'études qui montraient d'avant le Covid que sur les réseaux sociaux, on rencontrait une proportion plus grande qu'ailleurs d'informations fausses, de mensongères ou non précises sur la vaccination et que ça pouvait en effet susciter de l'hésitation. La question qui se pose, en fait, c'est on sait tous qu'il y a plus de désinformation sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. En tout cas, en France, c'est pas forcément partout la même chose.
Mais il faut bien comprendre que la désinformation, ça n'a pas un effet mécanique sur nos esprits. C'est pas parce qu'on croise une bêtise sur Twitter ou sur Facebook qu'on va y croire. Les gens sont pas idiots. En général, on a un filtre, on a une forme de vigilance épistémique qui fait qu'on va pas croire à n'importe quoi, notamment parce que ça contredit un certain nombre de choses qu'on sait déjà sur le monde, hein. Par exemple, si je lis un post où on me dit que bon bah voilà, se faire vacciner contre le Covid, ça va servir à m'injecter en réalité une puce 5G ou que sais-je. Ma connaissance du monde physique me fait penser qu'une puce 5G, ça passe difficilement le fil d'une aiguille. Voilà. Donc je vais pas croire ça spontanément. Le point, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de relation mécanique entre exposition à une information vraie ou fausse d'ailleurs, hein, et croyance dans cette information. Donc moi, ce que je voulais voir dans cette étude, c'est si on observait des traces que pourrait laisser le comportement informationnel des Français sur leur niveau de connaissance en santé et sur certains de leurs comportements à risque en santé. Et donc c'est pour ça que j'ai mesuré auprès d'un panel représentatif de la population, de 4000 personnes, j'avais besoin d'un panel assez large, je vais vous le dire pourquoi après, mais j'ai mesuré auprès de ce panel le niveau de connaissance qu'ils avaient sur un certain nombre de sujets, sur 4 sujets de domaines médicaux en réalité, hein, donc sur la nutrition, sur les causes environnementales des cancers, sur la vaccination et sur le Covid-19. Et ensuite, j'ai rapporté ce niveau de connaissance à un certain nombre de facteurs, donc des facteurs informationnels évidemment, à quelle fréquence et par quels canaux s'informent les personnes, mais aussi à des facteurs cognitifs. Par exemple, évidemment, à leur style de pensée plus ou moins analytique ou intuitif, ou à leur sensibilité aux théories du complot. Voilà, c'est des facteurs cognitifs que j'ai mesurés par des échelles, des tests qui sont couramment utilisés dans la recherche sur ces sujets-là, mais aussi, évidemment, comme tu l'as indiqué, hein, sur le rapport aux thérapies alternatives ou aux pratiques de soins non conventionnels. Alors, je n'ai pas utilisé ce terme-là de pratiques de soins non conventionnels dans l'étude, parce que ça veut probablement pas dire grand-chose pour la majorité des Français, et j'ai préféré utiliser un terme très discutable, mais qui résonne à l'esprit des Français. Mais de plus, j'ai défini ce terme-là aux répondants avant de leur poser des questions là-dessus, pour qu'on soit sûr qu'on parlait de la même chose dans l'étude, eux et moi. Je me suis aussi intéressé plus largement au rapport à la science des Français. Est-ce qu'ils ont confiance, donc du panel de répondants, est-ce qu'ils ont confiance dans la science? Quel est leur niveau de maîtrise de certains concepts scientifiques à l'aide d'un petit test où je mettais des situations où 2 scientifiques voulaient passer une étude et l'un proposait une méthode, l'autre une autre méthode, et je demandais aux répondants de m'indiquer lequel des deux avait raison, etc., etc. Donc toutes sortes de facteurs, sensibilité aux croyances New Age, paranormales, qui peuvent être associés à un niveau de connaissance en santé plus ou moins fort. Alors, euh, c'est pas un sondage, mais ça passe par un institut de sondage, parce que tu sais bien que, on en a parlé en amont, j'ai une vidéo où je critique beaucoup un sondage sur les jeunes fait par l'IFOP. C'est l'IFOP qui a conduit le sondage, mais c'est pas eux qui ont traité les données. Donc là, on n'est pas du tout sur le même niveau de traitement, d'exigence, et là, on est sur la science, quoi. Mais quand même, est-ce que tu peux dire un mot pour expliquer aux gens pourquoi c'est pas juste un sondage que tu as fait? Alors, c'est pas un sondage dans le sens sondage d'opinion habituel, parce que en réalité, c'est une méthode qui est utilisée en sciences sociales classiquement. C'est que quand on veut savoir ce que les gens croient ou pensent sur certains sujets, le meilleur moyen, c'est encore de leur poser la question. Le fait de leur poser la question sur Internet, en particulier, à distance, hein, sans avoir quelqu'un en face, ça permet aux gens d'exprimer des idées qui sont assez alignées avec ce qu'ils pensent en général, et surtout si c'est pas des sujets très politiques, ce genre de choses. Et donc, passer par un questionnaire qu'on adresse à la population, ça se fait en sociologie depuis toujours, hein. Ça se faisait avant par téléphone ou dans la rue, où on allait frapper chez les gens. Et c'est pas un sondage dans ce sens de sondage d'opinion uniquement, parce que j'ai des hypothèses préalables sur ce que je veux observer. Je mesure des connaissances sur un domaine en particulier, et je fais passer toute une batterie de tests cognitifs, de mesures standardisées et surtout validées par d'autres chercheurs. Puis je conduis des tests statistiques. En effet, c'est pas l'Institut de sondage qui a fait les tests, hein. L'Institut de sondage auquel on a eu recours a simplement pris le questionnaire que j'avais élaboré, l'a transmis aux 4000 répondants qui composent un panel représentatif de la population, et ensuite m'a envoyé les données brutes que j'ai analysées.
en les analysant plus loin que ce que font les instituts de sondage et qui peut porter à confusion dans un certain nombre de cas, eux font ce qu'on appelle simplement des tris croisés, hein, c'est-à-dire qu'ils essayent de voir sur tel ou tel sujet s'il est plus jeune ou telle tranche d'âge se situe ici ou là, si, je sais pas, les musulmans par rapport aux chrétiens se situent ici ou là, etc. Mais à la fin, on ne sait pas très bien quels sont les facteurs qui sont réellement potentiellement explicatifs de ce qu'on essaie de mesurer. Est-ce que c'est le niveau de diplôme? Est-ce que c'est l'âge? On sait que plus vous êtes jeune, moins vous avez de probabilité d'avoir un diplôme élevé parce que vous êtes trop jeune pour pouvoir avoir ce diplôme. Donc, est-ce que c'est le diplôme ou est-ce que c'est l'âge qui est vraiment explicatif d'une variable? Et ben, ça, les instituts de sondage ne le calculent pas, ne le computent pas. Et on dispose de moyens statistiques aujourd'hui solides, robustes pour faire ça. Et moi, dans mon étude, j'utilise ces outils statistiques. Voilà, donc est-ce que les gens moi il y a un lien dans la description, est-ce que les gens ont accès aux données, alors pas aux données brutes, mais à quoi est-ce qu'on peut avoir accès si on veut fouiller un peu ce que tu as fait? Alors, dans le rapport d'étude, qui fait quand même, je crois, 113 pages, donc c'est 116, c'est je assez crois. substantiel, Mm. je détaille un maximum la méthodologie, je donne le maximum de résultats détaillés, etc., pour que les gens puissent aller remonter aux sources, et j'expose la manière dont j'ai construit mes indices, hein, mes indices de connaissance en santé, mes indices de sensibilité au Voilà, complotisme. on va y revenir un peu. J'explique voilà comment mathématiquement j'ai construit ça, parce que ça c'est toujours sujet à discussion. Des collègues me diraient peut-être, ah tiens, cet indice, je l'aurais pas construit comme ça, je l'aurais fait un peu différemment. Ça, c'est les discussions qu'on a toujours entre nous. Je peux vous garantir que vu la taille d'effet des résultats que j'obtiens, on peut les construire comme on veut, ces indices, on trouvera les mêmes choses en gros. Ouais. Par contre, si vous êtes intéressé, s'il y a des chercheurs qui sont intéressés par mes données brutes, ben, ils peuvent me contacter, je les partage avec plaisir. Et d'ailleurs, là, je continue à les exploiter. Maintenant, après avoir fait cette étude, on va dire grand public, sous forme de rapport pour une fondation, je suis en train de travailler sur en tout cas 2 articles scientifiques, ou 3 probablement, que je vais tirer de ces données sous forme classique d'articles scientifiques, mais ben, ça sortira dans 2, 3 ans, parce que on le sait, hein, c'est le temps de la publication dans une revue scientifique. Si Et tu pour une travaillais à fondation, ça marche pas comme Marseille, ça. ça sortirait demain. Moi, je pense que tu fais pas beaucoup d'efforts. Peut-être que j'ai mal choisi mon laboratoire, en effet. Alors, je rappelle un peu, tu montres un lien entre les pratiques de soins, enfin, les thérapies alternatives, comme ça que tu les appelles dans l'étude, et le style cognitif, plutôt analytique ou plutôt intuitif, la mentalité complotiste, même si c'est pas comme ça que c'est dit, le niveau de connaissance en santé, les croyances au paranormal et au New Age, le niveau de confiance dans la science, les institutions et les médias, les comportements à risque, notamment des renoncements à des traitements, et l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer, mais aussi le refus vaccinal. Bon, donc tout le monde peut s'imaginer un petit peu dans quel sens va la corrélation, hein, entre les uns et les autres. Donc moi, ça ne m'a pas étonné. Est-ce qu'il y a dans le lot de ces corrélations des choses qui n'étaient pas prévues ou pas aussi fort? Oui, alors c'est surtout ça, c'est surtout les tailles de corrélation qui m'ont surprise, ou les tailles de ce qu'on appelle les tailles d'effet, hein, des facteurs. En gros, ce qu'on observe, hein, les principaux résultats de l'étude, c'est que plus les Français s'informent sur les questions médicales, s'informent fréquemment sur les questions médicales et l'actualité en santé via les réseaux sociaux, les groupes de messagerie et via YouTube, moins leurs connaissances en santé sont conformes à l'état de la connaissance actuelle. Euh, Au contraire, les personnes qui passent davantage et plus fréquemment par leur médecin pour s'informer sur ces questions-là, ou par les médias généralistes grand public, ces gens-là ont en moyenne de meilleures connaissances en santé. Mais les tailles d'effet sont assez marquées négativement, hein, pour les réseaux sociaux. Et de la même manière, les personnes qui font montre d'une sensibilité plus marquée on va dire, à l'ésotérisme, hein, donc j'ai mesuré à l'aide d'une échelle qui existe déjà depuis assez longtemps, la sensibilité des répondants on va dire, aux théories type New Age, à la spiritualité New Age, mais aussi au paranormal par ailleurs, j'ai mesuré ça séparément. Ces 2 mesures qui sont par ailleurs très corrélées entre elles, c'est pas très surprenant. Hmm. On observe que ces personnes-là, qui ont une sensibilité marquée pour ces facteurs-là, ont aussi de moins bonnes connaissances en santé que le reste de la population, et cette fois dans des proportions importantes, enfin dans des volumes vraiment importants, et de la même manière que les personnes qui sont sensibles aux thérapies alternatives. Alors là, je vais juste préciser une chose. Quand je dis sensible aux thérapies alternatives, j'ai mesuré à la fois une disposition, si tu veux, une disposition d'esprit à l'égard des thérapies alternatives, à l'aide pour le coup, d'un construit ad hoc que j'ai fait en posant des questions du type à quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes? Et j'avais des affirmations du genre les thérapies alternatives sont au moins, si ce n'est plus efficaces que la médecine conventionnelle.
où on peut faire confiance à un diagnostic posé par un thérapeute alternatif, etc., etc. Donc j'ai construit à partir des réponses des participants à ce genre de questions un indice de sensibilité aux thérapies alternatives. Ça ne veut pas dire qu'ils y recourent, etc., mais comment ils sont disposés à l'égard des thérapies alternatives. Et par ailleurs, j'ai aussi posé aux participants leur recours effectif aux thérapies alternatives. Et on sait, tous les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là en France savent que la France, c'est un peu particulier parce qu'en fait, la proportion de la population qui recourt aux thérapies alternatives est tellement élevée que si on utilise le recours aux thérapies alternatives comme mesure, en fait, on mesure plus grand-chose. Je vous donne un exemple, ce que je mesure, et c'est des chiffres, je regarde juste mes feuilles, c'est des chiffres qu'on retrouve dans d'autres, pour le coup, dans des sondages d'ailleurs aussi. On observe que plus de la moitié des Français a déjà eu recours à de l'homéopathie ou à de l'ostéopathie en France. Donc je mesure ça séparément de la sensibilité. Et là, c'est pour ça que je fais juste une parenthèse, parce qu'en fait, on observe un lien très fort, statistique, négatif entre le niveau de connaissance et la sensibilité favorable aux thérapies alternatives. Mais par contre, si on s'intéresse aux pratiques effectives des Français, le tableau est beaucoup plus nuancé. Par exemple, on ne retrouve pas de lien négatif entre connaissance en santé et recours à l'homéopathie ou à l'ostéopathie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement plus de la moitié de la population Oui. française qui y recourt, donc c'est pas très surprenant qu'on n'observe pas de lien dans un sens ou dans un autre statistiquement significatif. Par contre, dès lors qu'on mesure des thérapies alternatives un peu plus, on va dire, exotiques, type Ayurveda ou lithothérapie, naturothérapie, là, on observe que les personnes qui recourent à ces thérapies-là ont en effet des connaissances bien moindres, de plus mauvaise qualité, des connaissances en santé de plus mauvaise qualité, pardon. Alors, j'aurais une Et donc, critique oui, je t'en prie. qui vaut ce qu'elle vaut. Enfin, question, ma critique, qui est que dans les comment est-ce que j'ai lu un peu, mais j'ai pas retenu les questions. Comment tu évalues la connaissance en santé des gens? Et est-ce que dans ces questions même, plutôt que de la méconnaissance, il n'y aurait pas de la croyance qui pourrait se nicher et dans ce cas-là, évidemment, si c'est une croyance qui est liée à l'adoption des thérapies alternatives, tu mesures la croyance plutôt que... Parce que c'est des gens qui ont peut-être été exposés aux connaissances, qui les ont acquises et qui les ont mis de côté parce qu'ils préfèrent croire autre chose. Est-ce qu'on est sûr que ça mesure bien de la connaissance? Alors, ce que j'appelle ça connaissance, ce que ça mesure, c'est à quel point les croyances ou les connaissances, de toute façon, il y a un continuum entre croyances et Oui, connaissances, c'est oui. une question Je- je- de la base sur laquelle on croit ou non à une chose. Euh, la question, les questions que j'ai posées relevaient sur des facteurs objectifs du type, enfin, par rapport à la connaissance médicale actuelle. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, par rapport à l'état de la connaissance, c'est vraiment comme ça que je le décris dans l'étude. Donc, la question telle Par qu'elle est exemple, posée, c'est est-ce que la médecine considère que... non, c'était par exemple, j'ai recouru à des choses qui existaient déjà, hein. Par exemple, les cancers, j'ai posé des questions sur les causes environnementales des cancers. C'est des items qui sont utilisés tous les ans par Santé publique France pour faire des études, pour savoir justement à quel point les Français sont bien informés et sont au courant sur les questions de cause des cancers. Et tu as des choses qui sont assez évidentes, hein. Par exemple, l'exposition au soleil. L'exposition au soleil, est-ce que ça peut être lié à l'apparition de cancer? De certainement pas à certainement. Voilà, c'est comme ça que je mesurais ça. Et donc, il y avait des causes réelles, environnementales réelles, et puis parmi celles-là, il y en avait d'autres qui étaient, qui ne sont pas en l'état actuel de la D'accord. connaissance médicale, des causes réelles de cancer. Alors j'y vois, mais parce que je suis un peu chiant, parce que c'est mon rôle, j'y vois un petit défaut dans la manière de mesurer dans quelle mesure les gens savent ou croient, qui est, on peut très bien être au courant que la médecine dit que le soleil est dangereux et croire que non. Ah Et oui, mais donc moi, ce c'est qui pas, m'intéresse, c'est pas... j'entends, mais du coup parce qu'on on voit Ouais. d'ailleurs, c'est le cas d'une vidéo du, je pensais là parler le sun glazing. Il y a des gens qui vont regarder le soleil et qu'on pense que ça fait. Bah, c'est la vidéo de Jamie Graham sur les gens qui sont Mm. de prana. Ils font c'est des gens qui savent très très bien. D'ailleurs, Casamas est cité, il dit les médecins vous disent que le soleil est votre ennemi, mais c'est pas vrai. Donc, en termes de Mm. connaissances, ils ont accès, ils ont compris, ils ont intégré ce que dit la science. Juste, ils disent non, je m'en fous. Donc, ils sont sur un régime épistémique différent. Et je sais bien que c'est pas ce que tu mesures, parce que là, on est sur une autre dimension. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est possible de distinguer ce que les gens croient par rapport aux informations qu'ils ont intégrées, comprises
donc qu'ils savent, mais qu'ils décident de mettre de côté. C'est pas l'objet de ton étude, mais je me permets de te demander, est-ce que ça Non, serait mais pas un sujet intéressant? c'est un très bon point. C'est un très bon point. En fait, ça relève de ce qu'on appellerait de la métacognition. Oui, Si tu veux, des croyances ou des connaissances associées à d'autres croyances ou d'autres connaissances. Je peux croire qu'il existe dans cette pièce un éléphant rose, qu'il est invisible, mais qu'il existe bel et bien, que je ne peux pas avoir de relation causale avec lui, etc., mais qu'il est bien là. Euh, mais je peux aussi savoir, d'un point de vue métacognitif, avoir une connaissance sur cette connaissance, qu'elle n'est pas partagée par tout le monde et qu'en réalité, je suis peut-être le seul à l'entretenir. Il n'empêche pas qu'on décrira classiquement le fait que j'ai la croyance ou qu'il y a un éléphant rose dans cette salle. Et moi, je le verrai comme une connaissance. Je oui, sais qu'il y a un éléphant rose. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait, si tu veux, c'est l'écart entre ce que la science médicale nous dit sur ces questions-là et ce que les gens nous rapportent penser sur ces questions-là. oui. C'est cet écart-là qui m'intéressait. En sachant très bien que sur certains de ces objets-là, la science peut bouger. Par exemple, dans cette fameuse échelle sur les questions liées au cancer, d'ailleurs, c'était très rigolo parce que moi-même, je l'ai passé avant pour voir si j'avais un peu des connaissances sur ce sujet-là. Je me suis planté sur pas mal de trucs. Par exemple, le travail de nuit, c'est associé. Moi, j'avais mis que c'était certainement pas associé à l'apparition de cancer. En fait, ça l'est. Bon, voilà, j'étais ignorant sur cette connaissance. Ça m'a permis de réviser ma croyance. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre de sujets sur les facteurs environnementaux des cancers peuvent évoluer en fonction de la connaissance, d'études nouvelles, etc. C'est pour ça que, non pas dans la manière dans laquelle j'ai posé les questions aux participants, mais dans la manière dont je les décris dans l'étude, je dis l'état actuel de la connaissance sur ces questions-là. Quel est l'écart ou la proximité de chaque répondant à l'état de la connaissance actuelle en santé? Une question du chat qui demande, est-ce que la confiance dans la science et celle de l'institution a été mesurée ensemble? Est-ce que tu as une granulométrie? Est-ce que tu peux distinguer les deux? Est-ce que c'est pas forcément la même chose? J'ai mesuré de différentes façons la confiance dans la science. J'ai mesuré avec une question très générique qui a le mérite d'exister depuis longtemps, qui est posée depuis les années 70 en France, et donc qui nous permet de faire un peu une étude longitudinale. Ça, il faut toujours aussi avoir à l'esprit quand on fait ce genre d'études. Parfois, on n'utilise pas le meilleur item, la meilleure question. On va utiliser celle qui existe depuis longtemps, qui nous Oui. permet de mesurer une évolution. Mais ça vous fait rager quand vous tapez la question, puis vous dites, mais c'est quand même vachement mal formulé. Et à un moment, il faut faire un choix. Est-ce que je reformule bien, mais je perds la capacité de comparaison, ou non? Bah voilà, c'est toujours comme ça en science. On doit toujours faire des concessions. Pour Le la plus confiance tôt dans on la science, j'ai corrige, posé. le plus on est content à la fin. C'est ça, c'est Mm. ça. J'ai posé la question à quel point avez-vous confiance en la science? Mais j'ai aussi posé la question à quel point avez-vous confiance dans la communauté scientifique? À quel point avez-vous confiance Oui. dans la communauté médicale? Pensez-vous que la science apporte plus de mal que de bien? Et puis les gens pouvaient répondre plus de mal que de bien, plus de bien que de mal, autant de bien que de mal, etc., etc. Mais j'ai aussi mesuré ce rapport à la science par des questions, justement, comme je l'avais évoqué, de compréhension de la méthodologie scientifique. Donc c'est pas seulement une représentation, c'est aussi une compétence. J'observe que les personnes qui sont meilleures dans la compréhension de la manière dont la science devrait être conduite ont de meilleures connaissances sur les questions de santé. Oui. Et je tiens à préciser tout de suite là que ces résultats-là sont toutes choses égales par ailleurs. Et ça, c'est vraiment assez important. Parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est juste l'effet du diplôme. Les gens qui ont fait plus d'études, on s'attend un peu à ce qu'ils aient une meilleure connaissance sur un certain nombre de sujets, dont les sujets de santé. On s'attend aussi qu'ils aient une meilleure compréhension de la méthode scientifique en moyenne. Et en réalité, quand je fais mes analyses statistiques un peu plus poussées, qui sont exposées aussi dans l'étude, je montre que, par exemple, la compréhension de la méthode scientifique est associée positivement à de meilleures connaissances en santé, même quand on neutralise tous les autres facteurs, les effets d'âge, les effets de diplôme, les effets de revenus, les effets de catégorie socio-professionnelle, la sensibilité au complotisme, tout ce que vous voulez. Voilà. Quand on le neutralise dans un outil qui est mathématique qui permet de faire ça, on voit qu'il y a quand même un effet de ces connaissances-là. Alors, tu as effleuré un petit peu le sujet tout à l'heure en parlant des deux grandes pratiques connues et des moins. Est-ce que les résultats montrent une population homogène dans celle qui est sensible hein, à ces pratiques de soins non conventionnels? Et puis après, on parlera un petit peu parce que bon, en gros, la réponse est non, mais quand même, et dans ce quand même, après, on ira creuser tout à l'heure, si tu veux bien. Donc, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Mais, Est-ce qu'il y a mais une... je suis nul comme un intervieweur. Bon, je la pose. Est-ce que on a des données homogènes sur les gens qui sont l'objet de l'étude, qui sont ceux qui sont sensibles à toutes ces pratiques non conventionnelles? Est-ce qu'ils se ressemblent tous?
Non, et là, je tiens à dire une chose aussi, c'est que dans l'étude, je travaille le moins possible de manière catégorielle. Je fais pas une catégorie des gens sensibles aux thérapies alternatives. J'ai pas une catégorie de complotistes versus non complotistes, de ceci versus cela. C'est des continuums. Et ça, c'est ce qu'on utilise toujours dans les études scientifiques. On utilise des échelles qui nous permettent de situer les gens sur un continuum, par exemple, de très sensibles aux thérapies alternatives à très peu sensibles ou pas du tout sensibles. C'est beaucoup plus fin comme méthode, ça correspond beaucoup mieux à la réalité. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de communiquer là-dessus. Parce Ah. que ce qu'on aurait envie de vous dire, c'est les X pensent Y. Voilà, ça passe bien dans les médias, ça passe bien sur YouTube aussi, mais la réalité est plus subtile. Il y a des continuums. Et c'est pour ça que j'utilise des approches statistiques qui me permettent de voir, qui permettent de montrer que plus on est sensible aux thérapies alternatives, moins on a, en moyenne, ça ne veut pas dire que c'est le cas de chaque individu qui est très sensible, mais en moyenne, sur ma population de 4000, moins on a de bonnes connaissances en santé et plus on est susceptible d'adopter des comportements de santé à risque, tels que le refus vaccinal ou le renoncement à un traitement médical. Mais malgré tout, il y a une population, donc on a évoqué homéopathie, ostéopathie, qui sont présentes dans le paysage, qui sont confondues avec la vraie médecine par beaucoup de gens, alors que ceux qui vont voir l'lithothérapie savent très très bien que c'est pas la vraie médecine. Et quand on s'intéresse à ceux qui ont recours à ces pratiques plus, plus de niche, là quand même, Mm. eux, il y a comme un phénomène qui se produit et que on pourrait appeler, le nom n'est pas encore totalement fixe, mais la conspiritualité. Et ça, je vais revenir tout à la fin, parce que c'est Absolument. vraiment un sujet je pense qui a de l'avenir en tant qu'objet de recherche. Et voilà, Eh ben, c'est un des papiers que je vais tirer de cette étude, voilà. un des articles scientifiques, c'est sur la conspiritualité, justement. Oui. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette sous-population qui a l'air quand même d'exister? Il y a quand même une sorte de lien commun. Et ma question connexe, c'est est-ce qu'on a une idée de la causalité dans Mm. l'adhésion à ces différentes offres ou à ces styles cognitifs qui sont manifestés entre voilà, l'œuf et la poule, s'il te plaît. Deux très bonnes questions. Alors la première, pourquoi les gens qui disent recourir à des thérapies alternatives, on va dire plus exotiques ou plus de niche, comme tu le dis mieux probablement, sont plus marqués du côté des mauvaises connaissances en santé et plus marqués du côté des comportements de santé à risque? C'est parce qu'en fait, les pratiques de soins non conventionnels, c'est pas seulement des pratiques, c'est des univers de croyances. Il y a tout un univers de croyances sous-jacent, ontologique. Il y a des ontologies, il y a des objets qui existent pas ailleurs. Par exemple, il y a des chakras, des énergies, etc., qui existent dans chacune de ces pratiques, qui peuvent varier d'ailleurs d'une pratique à l'autre. Il y a des effets causaux qui sont propres à l'univers de croyances tu vois, par exemple, pour l'homéopathie, il y a l'histoire de la mémoire de l'eau qui n'existe plus en science. On sait que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, que c'était d'ailleurs une fraude, que ça a été démontré brillamment. Euh, C'était Benveniste qui était à l'origine de ça. Et donc, il y a tout un univers de croyances. Je me Et c'est permets, pour ça que le terme de fraude, mais je crois que ça avait je été crois établi pas. en l'occurrence. Non, non, ça Pardon. marche plus quand on contrôle bien. Mais on n'a pas Ouais. démontré une intention de tromper, même si, évidemment, en termes de méthode, ils étaient complètement à l'ouest. Et Benveniste avait le niveau pour se rendre compte, donc il y a un problème. Mais en termes de fraude, je me permets de dire que c'est pas forcément encore avéré. Alors, je révise ma croyance et mon propos sur le sujet. Je pensais qu'il avait été établi que c'était une fraude, mais peut-être que je me trompe. Donc, c'était une erreur grossière. Et donc, ces univers de croyance-là peuvent être incompatibles avec les univers de croyance, enfin, les croyances qui sous-tendent et les ontologies qui sous-tendent la médecine, la science. Et donc, c'est pour ça que adhérer à ces univers de croyances-là peut mettre en porte-à-faux, comme je le dis dans la conclusion, en porte-à-faux avec la connaissance sur ces sujets-là. Donc, ça peut amener à refuser ces connaissances-là ou à développer de connaissances erronées, alternatives. Et donc, c'est pour ça que ça peut avoir un effet sur le niveau de connaissance en santé. Autrement, on pourrait se dire, ben, tiens, pourquoi ça n'est pas incompatible? Les gens qui recourent en France à l'homéopathie, à l'ostéopathie, c'est plus de la moitié de la population. Il est probable que dans la plupart de ces cas-là, ces personnes-là ne savent pas, ne connaissent pas l'univers de croyance qui est sous-jacent à ces pratiques de soins. Ils s'y intéressent pas, ils s'en fichent. Probablement que, comme tu l'as suggéré, ils ne savent même pas qu'il s'agit de pratiques de soins non conventionnelles. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre de cas, je crois que dans mon étude, je montre que c'est à peu près 25% ou 20% des cas, c'est un médecin qui les dirige vers ces pratiques-là. Donc, bon, bah, ils vont se dire c'est juste une pratique médicale comme une autre. Enfin, ils vont rien se dire du tout en réalité. Ils y vont comme si leur médecin les avait adressés à un dermatologue
dermatologue ou que sais-je, un autre spécialiste. Et donc, comme ils n'adhèrent pas à l'univers de croyance, mais qu'ils vont simplement essayer de trouver du mieux-être, on va dire, ce qui va se passer, c'est que ça n'aura probablement pas d'impact sur leurs croyances et leurs connaissances en santé. Par contre, les personnes qui se dirigent vers le marché plus de niche, elles n'y vont pas par hasard. On ne s'intéresse pas à la lithothérapie comme ça sans s'intéresser un petit peu à comment les cailloux, pourquoi ça marche, etc., etc. Donc, probablement que ces personnes-là, bien moins nombreuses, elles vont avoir un réel attrait pour cet univers de croyance. Et ces univers de croyances-là sont associés, c'est ce qu'on appelle, c'est pas un terme qui vient de moi, hein, c'est un terme qui existe dans la littérature très peu encore, de conspiritualité. C'est donc la réunion entre un attrait pour les spiritualités type New Age, là je le dis bien, pas la religion, hein, spiritualité type New Age, Mm. paranormal, euh, le complotisme, une sensibilité pour le complotisme, et un attrait pour les thérapies alternatives. Il se trouve que ça a été observé, et vous l'avez probablement tous observé pendant le Covid, d'ailleurs, ça a été observé de façon, comment dire en science, de façon anecdotique. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui se situent à l'intersection de ces trois univers de croyances, on les voit se manifester, dire des choses, mais de là à dire qu'il s'agit d'un vrai phénomène social, on n'en sait rien en fait. Ça a très peu été mesuré, à ma connaissance, ça l'a jamais été en réalité. Et là, dans l'étude, c'est pour ça que je vais en tirer un article là-dessus, j'observe très bien qu'il existe un univers, si tu veux, un diagramme de veine à l'intersection non vide entre ces univers de croyances, et que ces croyances, ces univers de croyances sont très fortement corrélés entre eux, mais vraiment très fortement corrélés entre eux. Et c'est pour ça Complotisme. que ça pose la question, parce que on sait que le complotisme, c'est pas juste une croyance. Il y a de la pratique, il y a du wishful thinking, il y a des attitudes où on prétend qu'on croit juste pour démolir ce qui est cru en face. C'est pour ça que je m'interroge en partie sur les vraies connaissances médicales des gens qui font le choix de ne pas y croire. Il y a peut-être un truc qui n'a pas encore été trouvé ou pas, hein. Mais moi, en tout cas, ça m'interroge, cette nuance-là. Mais du coup, ça, ton travail qui met en évidence que les gens qui vont vers la pratique non conventionnelle sont les gens qui s'y connaissent le moins. Donc on a du Dunning-Kruger qui n'hésite pas en général à être très très généreux en conseil de santé alors qu'on leur demande rien. Il y a des gens qui font profession de vouloir défendre la scientificité de ces pratiques-là, notamment une certaine agence que tu lui connais un peu, la AMCA, Agence de médecine complémentaire et alternative. Ah non, ils ont barré, maintenant c'est adapté. Parce que l'alternative, c'était embêtant pour plein de... Maintenant, ils veulent adapter les médecines complémentaires. Et donc, c'est des gens qui sont totalement dans le lobby des naturopathies, phytothérapie, etc. Et je crois qu'ils n'ont pas bien réagi avec leur travail. Alors eux, mais surtout une autre structure, on va dire, Oui, que je ne vais pas citer d'ailleurs, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui a la propriété d'être universitaire. Ça, c'est un peu embêtant, si tu veux. oui. J'ai fait des études, ça fait des années hein, que je travaille sur le complotisme, que je travaille sur la désinformation. J'ai travaillé l'année passée sur la désinformation autour des questions de climat. Donc c'est des sujets qui peuvent paraître sensibles, etc. Et je reçois régulièrement des messages peu avenants voilà, de différentes personnes. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris des réactions des gens proches des thérapies alternatives, des réactions violentes et pas très faires à l'égard de mon étude. Il suffit d'aller voir quelques réactions de tweets, par exemple à Karine Lacombe qui partage mon étude sur Twitter et qui dit regardez, je crois que c'est malheureusement ce qui lui a fait partir de Twitter d'ailleurs. Donc les insultes, les attaques, etc. Ça me surprend d'autant plus que j'ai été très mesuré sur ces questions dans mon étude. Moi, Oui, je ne porte pas de jugement dans non. cette étude. Je mesure des croyances, je regarde, je vois qu'elles sont corrélées entre elles et à la fin, j'en tire des hypothèses causales. Voilà. J'en fais pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai été contacté notamment par une médecin dermatologue d'une de ces agences qui fait de la promotion, on va dire comme ça, pour les thérapies alternatives et leur entrée à l'hôpital en France qui s'est mise à écrire à des membres de l'Académie nationale de médecine avec qui j'avais collaboré pour cette étude, en leur disant attention, cette étude est scandaleuse, etc. Il n'y a rien qui va dans la méthodologie. En général, quand il n'y a rien qui va, ça devrait éveiller des soupçons. Et donc, moi, me disant mince, est-ce que j'ai laissé passer une erreur statistique ou que sais-je, ben, j'ai contacté cette dame en lui disant bon, bah, est-ce qu'on peut en parler, etc.
Et en fait, voilà, ce qui n'allait pas, c'était ce que montrait mon étude. C'était pas la méthodologie, puisque, petite anecdote, elle me dit, après être très énervée, mais au téléphone comme ça, elle me dit au bout d'un moment, elle me dit non, mais par contre, il y a un truc qui est vrai dans votre étude, c'est ce que vous montrez, le lien avec les réseaux sociaux. C'est vrai que les gens, ils croient n'importe quoi en allant sur les réseaux sociaux. Je lui ai juste répondu, oui, mais c'est la même méthodologie que j'ai utilisée pour les réseaux sociaux et les thérapies alternatives. Donc, si la méthodologie vous paraît mauvaise dans un cas, elle devrait vous paraître aussi dans Oui, mais l'autre, elle, mais c'est juste que la conclusion vous convient ou non. Voilà. elle savait ce qu'il fallait conclure avant. Donc, tu aurais dû l'écouter, ça, certainement. Il y a un C'est aller résultat. plus loin, parce que Ah, par vas-y. ailleurs, excuse-moi juste quand même, et ça m'a un peu marqué, mais quand même, ces gens-là ont aussi écrit à des collègues chercheurs, Oui. en essayant de trouver quelqu'un qui voulait bien démonter mon étude, en disant, voilà, je suis chercheur dans le domaine, c'est scandaleux. Et ses collègues, d'ailleurs, m'ont dit, m'avaient contacté, un de ses collègues m'avait contacté juste la veille que lui-même soit contacté par cette dame, pour me féliciter de l'étude, en disant, il faut absolument qu'on en fasse des papiers scientifiques, tu as des très bonnes données, c'est magnifique. Et donc, elle lui écrit en disant, bon, bah, cette étude est scandaleuse, vous êtes d'accord, etc. Puis lui, il a dit non, pas vraiment d'accord. Mais donc, voilà, il y a vraiment volonté d'essayer de nuire à l'étude et puis de nuire aussi à ma compétence de chercheur Ouais. sur ces questions-là, ce que je trouve, on va dire, relativement unfair. Et c'est là qu'on sent qu'il y a quelque chose qui relève de la croyance et pas de la position scientifique. Et ça vient, à nouveau, ça vient pas de l'excité du bistrot, ça vient de gens en l'occurrence, de gens qui sont médecins, qui sont universitaires, qui probablement pratiquent très bien leur médecine, savent ce qu'ils font, etc., Ou etc. Donc moi, pas. j'ai rien contre eux. Ou pas. Peut-être pas, peut-être pas. Je pars du principe qu'en général, bon, bah, les Oui, il faut médecins être en général charitable, mais soignent les on gens. n'est pas sûr, hein. Mais Non, je suis ça me pas sûr. rappelle ce que disait Jérémy Ferrari, qui m'a dit, il fait de l'humour sur des sujets chauds, Oui, hein. ça. Et il a dit, mais par contre, sur l'homéopathie, je m'attendais pas, quoi. J'ai parlé de religion, j'ai parlé de Beyrouth, machin. Et les pires courriers que j'ai eus, c'est lorsque j'ai tapé sur l'homéopathie. Et là, Mm. il dit, je me suis rendu compte que, en fait, c'était de la pure croyance. Ça, et Et voilà. on va peut-être. Enfin, c'est vraiment ce que le philosophe Quine décrit, hein. Tu sais, il dit qu'il faut voir nos croyances comme une toile d'araignée. On a des croyances qui sont centrales et des croyances qui sont périphériques. Si je viens et que je coupe un petit fil périphérique, une croyance secondaire, etc., la personne en face va l'abandonner ou va laisser tomber parce qu'elle s'en fiche, ça change pas grand-chose. Si on vient couper le centre de la toile en enlevant ou en attaquant une des croyances centrales auxquelles toutes les autres ou beaucoup d'autres sont liées, eh bien là, les gens peuvent devenir très rapidement sur la défensive. Et on voit bien là que ça relève pas seulement de la pratique, ça relève bien d'un univers de croyances qui est lié à d'autres croyances, à la constitution du monde, à son fonctionnement, éventuellement aussi à ce qu'il devrait être et comment on devrait se comporter dans ce monde-là. Donc on est plus proche de la croyance au sens classique du terme. Il y a un résultat, moi, qui m'a un peu étonné. Enfin, je me dis, ah tiens, oui, en effet, c'est fort intéressant. C'est le rôle du médecin traitant. Absolument. Dans Absolument. dans la manière dont les gens réagissent. Donc, je te laisse nous expliquer ce que tu as vu, trouvé. Peut-être que c'est toi qui le démontre. Euh, Vas-y. En réalité, je voulais aussi m'intéresser non seulement à ce que les gens croient, à leur représentation du monde, mais aussi à leurs conditions matérielles, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'ai mesuré aussi toutes les variables sociodémographiques de mes répondants, leur profession, leurs revenus, etc., etc., mais aussi leur accès à la médecine. Et le fait d'avoir un médecin traitant, c'est corrélé très fortement à de meilleures connaissances en santé. C'est pas très surprenant à nouveau si on y pense, si ce n'est la taille de la corrélation en réalité. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un à qui vous faites confiance, qui vous suit depuis longtemps et que vous suivez aussi depuis longtemps, avec qui vous avez l'habitude d'échanger, etc., si vous avez des doutes, par exemple, vous vous dites, j'ai lu sur Internet que manger du citron congelé, ça permettrait de, je sais pas, combattre le diabète, je crois que c'est ça, et les tumeurs, et vous vous dites, bah, tiens, je vais lui poser la question la prochaine fois que je vais le voir. Et il vous dit, non, non, c'est n'importe quoi en fait. Ça se saurait de un, et non, ça change rien. Ben, vous allez réviser votre croyance parce que vous avez un lien particulier avec cette personne-là, vous lui faites confiance, vous lui confiez votre vie, hein, dans un certain nombre de cas. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que la pénurie de médecins en France, c'est un problème de santé publique, mais ça va au-delà. Ça va aussi être un problème de connaissance du De public sur les culture, questions hein. de santé. Mm. Et aussi de comportement, hein. Je montre qu'il y a près de 3 fois que le fait que les personnes qui ne se sont pas vaccinées contre le Covid étaient 3 fois moins, disposaient 3 fois moins d'un médecin traitant que les autres. Donc on voit bien que là aussi, sur les comportements, le fait d'avoir un médecin traitant, c'est un lien qui peut vous aider en effet, avoir de meilleures connaissances, mais aussi avoir de meilleurs comportements en santé Donc, les déserts médicaux vont avoir des conséquences cognitive. en cascade. Ça va être synergique et donc c'est dramatique. Donc, il faut vraiment qu'on comble très vite ça. J'aimerais savoir donc on va revenir sur la notion de confiance, je pense, à la fin, parce que c'est la clé de l'ensemble.
comment les médias ont traité cette étude? Est-ce que tu es content de la couverture? Pas en termes de masse, mais plutôt en termes de... Est-ce qu'ils ont été rigoureux, scrupuleux dans la manière de rendre compte de tes données? Parce qu'on a bien vu dans le passé que des fois, ils retenaient une phrase, souvent parce que l'étude était mal foutue d'ailleurs. C'est la phrase, on la prend, c'est parce qu'elle est écrite. Donc, est-ce que dans ton cas, tu es assez content ou est-ce qu'il y a des soucis dans la couverture? Alors, ça dépend un peu. En fait, j'avais négocié une exclusivité avec l'Express pour la sortie de cette étude. Et donc là, c'est une journaliste en santé assez brillante, il faut le dire, avec qui je m'étais entretenu longuement au préalable avant la rédaction de son article. Elle m'avait posé des questions, était revenue vers moi avec des mails, etc., etc. Et le jour de la sortie de l'article, l'Express publiait son papier de 2 pages et demie sur l'étude. Je dois dire que c'est bien fichu. Moi, j'ai pas mon mot à dire sur l'article, c'est un travail journalistique. Par contre, je réponds aux questions que la journaliste me pose et au final, je dois dire que les résultats sont bien exposés, etc. Euh, il y a eu une dépêche AFP sur l'article qui a été très repartagée, sur l'étude, pardon, avec parfois un peu des raccourcis. Très vite, les relations de corrélation que je mets en avant viennent des relations causales. Moi, j'ai fait très attention dans toute l'étude, vous pouvez le lire à nouveau dans les 113 pages de l'étude, je n'affirme pas de liens causaux parce que les liens causaux sont complexes et peuvent aller dans différents sens aussi, c'est pas forcément ce qu'on pense immédiatement. Et donc, je montre simplement que ceci est associé à cela. Je ne dis pas que ceci cause cela. Dans les conclusions, à la fin, je dis que très certainement, au conditionnel, l'exposition aux réseaux sociaux a des conséquences, des effets. Donc c'est causalement. Je fais une hypothèse causale à ce moment-là, au conditionnel, et en posant voilà, c'était l'hypothèse que j'avais posée au début, j'avais de bonnes raisons de poser cette hypothèse, j'observe ça, j'en fais la conclusion. Note que, et d'ailleurs, c'est pour la petite histoire, c'est assez rigolo, c'est Cédric Villani qui m'a fait cette remarque, le mathématicien. Il m'a dit, mais on n'est pas sûr que la causalité, elle va dans ce sens, ça peut très bien aller dans l'autre sens aussi. Mm. C'est parce que vous avez moins bonne connaissance en santé que vous allez vous informer sur les réseaux sociaux plutôt qu'ailleurs. Et donc, ça va conforter vos croyances fausses, etc. Il a complètement raison. Et je pense qu'en réalité, c'est les deux qui se passent. C'est que, évidemment, on est dans des causalités en spirale. Et non dans des causalités linéaires. Le fait d'avoir une moins bonne connaissance au départ probablement vous rend plus susceptible d'adopter de moins bonnes connaissances encore sur ces sujets-là, et donc d'aller les chercher dans les endroits les moins fiables, ce qui va diminuer encore votre niveau de connaissance, Oui, et ainsi de suite. Et donc ça me paraît beaucoup plus probable comme tableau qu'une causalité linéaire, etc. oui, De toute façon, c'est des en sciences spirales. sociales, en sciences sociales, plus qu'ailleurs encore, les monocausalités, ça n'existe pas. On a affaire à des facteurs qui sont vraiment multicausaux. Dans l'étude, on le perçoit un peu. Le fait de ne pas disposer d'un médecin traitant, le fait d'avoir un niveau de diplôme plus bas, le fait, etc., des croyances et tout ça. Donc on voit bien que tout ça, c'est complexe. Et moi, j'essaye de rendre cette complexité du mieux possible dans le rapport d'étude. Et évidemment que les médias vont simplifier cette complexité. C'est leur travail. Ouais. C'est leur travail, mais certains le font plus ou moins bien. Oui, la vulgarisation, Non, mais c'est tu es vrai. assez bien placé pour le savoir, c'est vraiment un travail de journaliste, de médias. Mais on voit la différence quand c'est un journaliste ou une journaliste spécialiste de ces sujets-là qui fait le travail, avec qui on a pu s'entretenir un peu plus en détail, ou quand c'est un article j'ai eu des appels de différents journaux pour l'article l'après-midi même. Donc la dépêche était sortie, je reçois des coups de fil les uns après les autres, je réponds à ces médias, je vois les articles sortir, j'ai pas pu relire mes citations, parfois c'est un peu embêtant d'ailleurs, mais bon, ça il faut en faire le deuil, et on se retrouve avec des raccourcis. Je ne dis pas que c'est du mauvais travail journalistique, je dis que c'est du travail journalistique fait dans des conditions où c'est de plus en plus difficile de faire du bon travail journalistique. Et ça, bah, c'est un sujet auquel je suis très sensible à la Fondation Descartes, c'est que on voit bien que quand tu as affaire à un hebdo qui a des journalistes spécialisés, donc il y a une semaine, voire 15 jours pour faire son article, Mhm. tu n'obtiens pas le même article, aux surprises, que si c'est tapé en vitesse, le téléphone sur l'épaule, comme ça, pour faire un papier. C'est pas la même chose. Et je jette pas la pierre aux journalistes. On est dans un système où on est tous co-responsables de ça. On veut de l'information tout de suite. On dit ah, tel journal n'a rien dit là-dessus, c'est nul, je trouve rien, etc. Et donc on a été biberonné aux réseaux sociaux là-dessus avec l'instantanéité et ça, on sacrifie la qualité. Il n'y a pas de miracle. Et ces journaux-là, par ailleurs, doivent vivre. Enfin, je veux dire, ils doivent vendre. Et si ils font seulement ce qu'on appelle du slow journalism, du journalisme de qualité qui prend le temps, etc., ils trouveront un marché, mais un marché de niche, et peut-être pas suffisant pour continuer à vivre. Peut-être qu'il devrait essayer quand même. Mais voilà, on en a besoin. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui se posaient pas avant l'étude? Et d'un seul coup, on dit, ah là, quand même, il y a un truc à creuser.
Ouais, j'aimerais creuser justement davantage cette question de l'intersection entre ces univers de croyances conspiritualistes. Il y a vraiment quelque chose d'un peu étrange là-dedans, si tu veux, enfin d'étrange. Que thérapie alternative et New Age soient liés, c'est pas très surprenant parce qu'ils partagent un certain nombre d'entités ontologiques, de petits êtres qui existent là, des chakras, des trucs, des machins. Bon. Donc c'est pas très surprenant. Je dis pas ça de façon péjorative, hein. C'est des croyances, on est en France, les gens ont les croyances qu'ils veulent, c'est garanti par la Constitution. Moi j'ai aussi des croyances débiles, je vous assure. Donc c'est pas péjoratif. Mais il y a des entités ontologiques qui sont partagées comme ça. Donc c'est pas très surprenant. Mais que vient faire le complotisme là-dedans? Pourquoi c'est si fortement lié à une sensibilité aux théories du complot? C'est quand même, tu vois, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Et ça rejoint probablement un attrait pour, plus généralement, l'alternatif. Oui. Tu vois, des vues alternatives sur la politique, des vues alternatives sur la santé, des vues alternatives sur ce qui relève de la spiritualité, etc. Donc peut-être qu'il y a Moi, un j'aurais noyau tendance à dur appeler ça une révolte épistémique, qui est valable Oui, mais sur tous les plans. Parce que même sur le plan politique, il y a une sorte de doxa, il y a une sorte de ce qui est pensable et de ce qui ne l'est pas. Et il y a des gens qui décident que tout ce qui a l'air de leur être imposé est mauvais en soi, Mhm. entaché c'est le signe de la bête, etc. Et j'ai l'impression Mhm. que et ces univers-là, ils sont bien alignés sur cette question-là. Donc c'est peut-être Oui, pas absolument. Mais étonnant. tu vois, d'un côté, tu peux te dire, le New Age, en quoi c'est une révolte? Ça peut être vu comme quelque chose de très personnel, très émancipateur. Ça se fait pas forcément contre la religion, par exemple. En réalité, probablement un peu. C'est ce Ouais, que suggèrent quand ouais, même mes résultats. c'est ça, ouais. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand tu as des révoltes épistémiques, la révolte, elle peut être soit, on va dire, féconde, soit stérilisante. Bien sûr. Et là, on a affaire à des révoltes stérilisantes. C'est-à-dire que euh, refuser de croire les autorités, le gouvernement, les médias, etc., parce que parfois ils nous disent des trucs faux, etc., ça peut être source d'enquête, d'avancée, de proposition. Ça peut être le fait de rentrer dans une forme d'opposition politique constructive où tu amènes autre chose, etc. Dès lors que tu tombes dans le complotisme, tu fais plus rien de ça. En fait, tu es juste en train de délégitimer toute voix qui pourrait être alternative précisément, parce que tu la rends absurde. Et je me demande si l'approche, tu vois, critiquer la médecine conventionnelle aujourd'hui en se disant on passe pas assez de temps à l'écoute, à la relation patient-médecin, etc. Ça, c'est une révolte, on va dire, qui Mhm. est constructive, qui peut être féconde, qui peut amener vers du mieux, vers une avancée. Dire, bah, du coup, je me mets à croire que les cailloux, ça soigne, ça fait un peu flop, quoi, tu vois, en termes de perspective de progrès, on va dire, de progrès Oui, social. je rappelle que l'un des mantras en zététique, c'est l'alternative est féconde. C'est-à-dire que quand on est sceptique, on reste ouvert aux alternatives. Ça ne veut pas dire que l'alternative doit être toujours préférée à ce qui est connu, puisque ce qui est connu, en général, on a de bonnes raisons d'avoir accepté comme étant une connaissance. Et, bon, ça, et donc, ces bonnes raisons, c'est la confiance. Donc, c'est ma question finale, juste avant la fin. Ma question, une pénultième question. La confiance dans la science, dans l'institution, etc., c'est pas le même registre de confiance partout. N'empêche que la confiance dans la science a l'air de résister mieux que celle dans d'autres systèmes. Les gens n'ont pas confiance dans les journalistes, pas confiance dans les politiques, mais dans la science, ça continue. C'est pour ça que je porte une blouse blanche, les gens. Pour rappeler ça et rappeler pourquoi ça existe. Est-ce que là-dessus, tu as des données sur le rôle ou des questions nouvelles sur cette confiance et sur les différents registres peut-être de confiance? En réalité, ce qu'on on a tendance à penser, hein, et parfois c'est dit dans certains médias d'ailleurs, que la population a plus confiance dans la science. Hmm. En France, on a perdu la confiance dans la science, c'est faux. C'est faux, et ça, je renvoie tes auditeurs à un travail de Michel Dubois, qui est un de mes collègues au GEMAS. Je suis aussi à un laboratoire Sorbonne Université CNRS qui s'appelle le GEMAS, qui a fait une très belle étude sur le rapport des Français à la science, où justement il reproduit une étude qui est faite depuis les années 70, Hmm. et on voit que à la question avez-vous confiance dans la science, on reste, je sais pas, je crois que c'est 80% des Français qui disent oui, j'ai confiance dans la science. Et Oui, mais alors, ce qui il y a des change, données, pardon, chez les jeunes, tout récemment, il y a eu des données qui montraient que les jeunes trouvaient en majorité, 50% je crois, en 51, que la science faisait autant de mal que de bien. Alors, derrière, il faudrait creuser parce que la question, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et parce qu'il y a forcément des bonnes raisons de le croire. Mais est-ce que ça ne porte pas une ombre un peu sur le... Il y a peut-être un manque de confiance et donc de vocation chez les jeunes qui n'augure pas grand-chose de bon. tu as tout à fait raison sur le fait que la confiance reste là. Par contre, il y a un rapport de moins inconditionnel
à la science. Et donc cette question, plus de bien que de mal, etc., c'est justement cette question qui est posée depuis les années 70 et dont on Ouais. suit l'évolution et dont Michel Dubois, dans son travail, suit l'évolution. Et c'est pour ça que j'ai repris ça dans mon étude pour le retester, le mesurer. Euh, ça, si tu veux, les gens qui pensent que ça apporte plus de mal plus de bien que de mal, en fait, diminuent en France. Ça ne veut pas dire qu'ils passent du côté des plus de mal que de bien, mais du autant de mal que de bien, ou je ne sais pas. Mais il y a une érosion. Et en fait, ce qui est en train de s'éroder, c'est pas la confiance dans la science ou le fait ou la croyance que la science peut nous dire quelque chose de vrai sur le monde, très probablement. Ce qui est en train de s'éroder, c'est la croyance dans le progrès. C'est que la science, ça peut amener vers le progrès. Et je crois que cette position, elle est pas idiote. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a une forme de désenchantement à l'égard de la science, c'est qu'on nous a vendu la science comme un outil qui allait nous amener du progrès, etc., etc. Ça nous en a amené énormément. Regarde, ne serait-ce que l'espérance de vie en bonne santé, il y a une étude qui vient de sortir qui montre que ça, c'est encore en accroissement en France, l'espérance de vie en bonne santé, pas seulement l'espérance de vie en légumes dans un lit, quoi. Enfin, Mm. c'est vraiment, ça c'est très important, c'est à ça qu'on aspire tous en quelque sorte. On voit bien que ça, c'est grâce à la science et on a bien une notion de progrès. Et les Français sont conscients de ça aussi. C'est pour ça qu'ils gardent leur confiance. Par contre, on voit aussi que la science n'a pas répondu à toutes nos questions, à toutes nos problématiques. On se retrouve aujourd'hui avec un dérèglement climatique qui a été induit non pas par la science en tant que telle, mais qui a été induit par ce progrès aussi, par le fait que le progrès nous a poussé à consommer plus d'énergie fossile, à relâcher plus de CO2. Donc il y a une forme de désenchantement et d'écart. À nouveau, est-ce qu'on va réussir à tirer de ça quelque chose de fécond, un nouveau rapport à la science, sans perdre la confiance, mais peut-être avec une implication plus éthique, plus citoyenne aussi, dans les décisions scientifiques, dans les directions que doit prendre la science, ou est-ce qu'on va aller vers un rejet de la science et puis un retour de l'ésotérisme? En gros, c'est ça, c'est à nouveau, on retombe sur notre discussion. Est-ce qu'on va aller vers quelque chose de constructif ou simplement on va replonger dans une forme un peu d'obscurantisme idiot? Bah, l'ésotérisme est en progrès, hein. Alors, j'ignore si on a des données valides, solides, mais enfin, Oui, voilà, les chiffres, le chiffre d'affaires de vente des rayons voilà, ésotérisme, c'est ce qu'on euh, parlait avec Thierry Jobard, qui est venu dans l'émission il y a quelque temps. Ça paraît évident, enfin, ils ont qu'il se explosé. passe Ils ont quelque explosé chose. depuis 2019. Ouais. Et On l'astrologie passe de revient. 44. Absolument. Oui. Et moi, je suis le premier surpris. C'est-à-dire que, typiquement, il y a quelques années, on m'aurait dit l'astrologie, c'est un vrai sujet chaud. Ben, j'aurais dit, ben non, c'est fini. Enfin, vous voyez, enfin, c'est fifrelin. C'est le... Non, non, étonnant. Dernière question. Euh, les réseaux sociaux sont un des vecteurs du problème. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, Alors, il y il a faut que deux, tout le deux monde façons de s'abonne à la faire ça. tronche en biais. Je sais que c'est la solution à laquelle tu penses, mais on ne peut pas les forcer. Donc, en dehors de ça, Non. Non, en fait, il y a deux voies pour lutter contre les problèmes de mésinformation et de désinformation via les réseaux sociaux. Le premier, d'augmenter la modération et de supprimer des contenus. Euh, on va y tendre un peu avec le Digital Services Act, donc ce règlement européen, qui exige des plateformes de faire une meilleure modération des sujets, notamment sur les questions de santé. YouTube s'est engagé à le faire. Je suis pas sûr que ce soit déjà très visible, mais bref, je pense que ça c'est une partie de la solution, mais je pense pas que ça va être la partie la plus importante, parce qu'en fait, c'est vider l'océan à la petite cuillère simplement. Voilà. Pour le dire clairement. L'autre partie de la solution, c'est de proposer plus de contenu de qualité. Et donc, l'idée qu'on développe à la Fondation Descartes, avec notamment Océane Sorel, qui est une créatrice de contenu sur Instagram, qui est par ailleurs virologiste ou virologue, comment on dit en français? virologue, Virologue, je je crois. crois. Ouais, virologiste, c'est en anglais. Mm. Et donc, elle est très suivie, voilà, et elle fait du contenu d'information de très bonne qualité. Elle est scientifique sur ce domaine-là. Et donc, on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'on n'a pas moyen d'essayer de développer un environnement, un espèce d'environnement comme ça favorable à la bonne information, en regroupant un certain nombre de créateurs de contenu, des scientifiques et des médecins au début, qui produisent du contenu, de les mettre en relation entre eux, de les mettre en relation avec les grandes institutions nationales de santé en France. Ensuite, aller vers les plateformes en leur disant, bah écoutez, regardez, il y a des gens là qui sont un peu agrégés entre eux, qui contrôlent un peu leur contenu entre eux, contrôler, j'aime pas ce terme, mais qui valident entre eux un peu les contenus, qui se posent des questions, qui peuvent poser des questions aux institutions de santé, etc. Et qui progressivement font venir vers eux d'autres créateurs de contenu pour les aider à améliorer leur niveau d'information sur la santé, et d'aller vers les plateformes en leur disant, bah, il faudrait mettre un boost de visibilité à ces gens-là. Pourquoi? Parce que de T'es un, là, hein. ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien de mettre un boost, on le voit bien, c'est juste un réglage algorithmique.
Et de deux, ça tombe bien, le Digital Services Act attend que vous preniez des mesures quant à des informations. Donc là, vous avez un truc qui vous coûte rien et qui peut vous donner un bon point de la part de l'Arcom à la fin de l'année. Donc jouez le jeu. Donc voilà, nous on est en train d'essayer de développer cette idée de pousser un peu la mise en avant de contenu de qualité, de gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont les codes. Parce que je ne vais pas aller demander aux gens de l'Académie nationale de médecine qui sont charmants, mais qui ont, je ne sais pas, entre 70 et 80 ans pour la plupart, de faire des contenus TikTok, ce serait absurde. Donc il faut pas penser que c'est aux institutions de faire ça. Elles en ont pas les compétences, on va dire, ni le temps, et elles ont d'autres choses à faire. Pas de plus important, mais elles ont d'autres choses à faire. Et donc, il existe des gens qui savent faire ça. Aidons-les à avoir des liens privilégiés avec les institutions de santé en France, aidons-les à avoir un lien plus direct avec les réseaux sociaux et pressons un peu les réseaux sociaux par le levier du Digital Services Act et de l'ARCOM pour que ceci soit mis en avant. On va travailler là-dessus cette année avec un certain nombre de créateurs de contenu, avec l'ARCOM très probablement et avec, je pense, l'Académie nationale de médecine. Et bah, au nom de la tranche en biais, et je crois au nom des gens de la steak, dans lesquels il y a maintenant pas mal de gens qui créent contenu, on est très très demandeurs d'être au moins dans une forme d'interaction. On n'a jamais accès aux gens qui bossent. Il y a des humains qui travaillent chez YouTube, ils existent, mais quand on veut leur parler, on va sur Twitter. Moi, je trouve que c'est grave. Et parce qu'on ne veut plus aller sur Twitter en plus. Donc, ne serait-ce que ça, ce serait bien qu'on puisse échanger avec eux. Alors, après, nous, on n'est pas assez gros, peut-être qu'on n'est rien, mais enfin, on est là. Donc, s'ils veulent parler avec quelqu'un, on est là. Un mot de la fin, docteur Cordonnier. Une idée qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, qui paraît importante, ou revenir sur l'essentiel. Une chose, c'est, je pense qu'il ne faut pas trop non plus s'inquiéter forcément d'un intérêt de la part des jeunes en France pour l'ésotérisme, etc., etc. C'est normal à un moment de sa vie, de son parcours, de s'intéresser à ce genre de choses. C'est pas parce que vous croisez des jeunes qui lisent l'horoscope et etc., que ces jeunes sont débiles, qui vont croire n'importe quoi. On a des régimes de croyances. On a tous des régimes des croyances. Il y a des choses qu'on croit entre guillemets, il y a des choses qu'on croit entre parenthèses, il y a des choses qu'on croit pour s'amuser, pour se faire peur, etc., etc. Et donc, le drame, il n'est pas là, si tu veux. Donc, je pense qu'il ne faut pas se mettre à essayer de lutter contre. euh, il faut pas rentrer en guerre contre ces croyances-là, parce qu'il n'y a pas de guerre à mener. Il faut essayer d'aller chercher les gens et puis leur proposer d'autres croyances qui sont mieux établies, qu'on appelle des connaissances. Et leur permettre de découvrir que cet univers de connaissances scientifiques, il est aussi enchanté et enchanteur, si ce n'est plus Alors, oui. que l'ésotérisme. Purée, est-ce que c'est beau la théorie de l'évolution, quand tu commences à comprendre les choses, à plonger là-dedans, enfin, c'est incroyable. Tu te prends une baffe hein, quand tu lis Dawkins, quand tu lis Le jeune égoïste, euh, c'est c'est, euh, c'est vraiment, tu te demandes justement à quel point ça réenchante pas tout en quelque sorte. Ben oui. Ça désenchante complètement, mais c'est un monde formidable. Et donc, réussir à faire passer cet attrait pour la beauté de la science et pour ce qu'elle peut amener, je crois que c'est ça le combat. Le combat, il doit être positif. Il ne doit pas être en défense, il ne doit pas être contre. Il doit être pour la promotion de ça. Je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner, entre guillemets, le fait d'avoir une population qui a des idées plus rationnelles et qui peut mieux exprimer ses désaccords avec la science, avec le politique, etc., quand ces désaccords sont fondés. Donc, il nous faut des chercheurs qui sachent venir nous parler de leurs travaux et que ce soit en chantant. Enfin, en un mot, en chantant. Enfin, après, on peut faire des musicales aussi, on a le droit. Tout est possible. Merci pour ta présence. Donc, bah, les Merci gens à toi, peuvent Thomas. aller consulter, j'ai mis le lien dans la description. S'il y a des questions, tu pourras peut-être venir faire un tour dans les commentaires et regarder s'il y a des choses pour éventuellement répondre. Merci pour ton temps, merci pour ta soirée. Et on va te libérer et passer au troisième segment de l'émission qui s'appelle Résurgence. On va parler un peu de ce qui est autour et des affaires, etc. Merci encore, à bientôt. Merci à toi, au revoir.